je vais vous parler des dragons. Donc c'est parti. Alors je précise qu'il s'agit des dragons sur cette période actuelle de notre civilisation humaine, c'est-à-dire les dragons qui nous entourent actuellement. Donc ce sont tous les dragons qui nous entourent actuellement sont dans les terres, sont pas dans le monde physique, euh, à l'exception de dragons qui se trouvent dans l'intraterre. Euh, donc je vais commencer par d'abord ceux qui sont dans notre environnement, autour de nous, auxquels beaucoup de personnes sont connectées. Euh, Ils sont différents des anges, hein, mais on peut considérer qu'ils ont ils ont souvent un rôle protecteur, de guide. Et donc on va explorer là un petit peu les différentes catégories de dragons dans les terres qui existent. Alors le premier qu'on me montre, c'est un dragon de feu, euh, c'est-à-dire son élément, c'est le feu. Donc bien sûr, il crache du feu, mais en fait, il a une structure interne euh, qui fait miroir à l'élément feu dans le physique. Alors, encore une fois, c'est un dragon qui n'est pas dans le monde physique, mais dans les terres. Cependant, il a son corps, il a une structure en termes d'information qui peut renvoyer à un élément physique, par exemple le feu. Et là, c'est le cas. Donc sa couleur est couleur du feu, elle est couleur jaune orangé. Euh, et on me le montre parce il est très très connecté aux êtres humains. Euh, Certains dragons sont moins connectés aux êtres humains que d'autres, ça dépend de leur catégorie. Mais celui-là, c'est le premier qu'on monte parce que il est très connecté aux êtres humains. Peut-être parce que euh, historiquement euh, et culturellement, le dragon est associé au fait de cracher du feu, donc à la notion, à l'élément feu. Et donc il est très connecté à l'être humain, ce dragon feu. Et alors sa fonction, eh bien, il a une fonction purificatrice. Euh, c'est connecté justement à la purification de l'élément feu. Et donc ce dragon, lorsque l'on fait appel à un dragon feu, on peut lui demander de purifier par exemple des lieux, euh, des environnements. Par exemple un environnement énergétique qui serait toxique, euh, soit parce qu'il y a des énergies telluriques qui sont inappropriées ou qui sont déséquilibrées, soit parce qu'il y a eu par exemple euh, des, des activités sataniques ou des cérémonies sataniques sur ce lieu ou des choses qui vibrent très bas, par exemple des viols, des choses comme ça. Bon, ces endroits sont imprimés par des basses vibrations et sont toxiques sur le plan vibratoire. Et, euh, et le dragon feu peut venir purifier et nettoyer ces environnements-là. C'est juste quelques exemples de purification. Il peut le faire vraiment beaucoup plus que ça. Il peut aussi purifier, bien sûr, un organisme humain. Alors, bien entendu, là, quand il s'agit de purification, c'est pas uniquement du corps physique, hein, c'est aussi des corps subtils. Donc il peut avoir un rôle purificateur et qui peut avoir aussi un impact sur la santé d'un organisme vivant, quel qu'il soit.
Donc toutes les, comment dire, tous les systèmes ou toutes les situations qui requièrent une purification euh, sont des opportunités de faire appel à un dragon feu pour purifier ce système. Alors maintenant on me montre un dragon eau. Alors c'est pareil, il se manifeste en tout cas symboliquement par la couleur de l'eau, hein, donc bleu clair, euh, avec des reflets un peu blancs sur les côtés, comme la crête des vagues par exemple. Et il, alors il y a des petites volutes, hein. Celui-là, je vois, il a des volutes sur tout le long du corps, sur les côtés, qui font partie de son corps, hein, un petit peu comme des flammes, mais des flammes bleues. Et donc sa fonction, ben il a une fonction pour adoucir. Il a les fonctions similaires à la fonction de l'eau, hein, c'est-à-dire d'adoucir euh, émotionnellement, euh, comme la couleur bleue d'ailleurs aussi au niveau les effets de la couleur bleue, ben, il a un peu cette fonction-là d'adoucir. Donc ça peut être un dragon qui peut être appelé lorsqu'il y a des conflits, des guerres, des conflits, des dissensions entre des membres d'une famille par exemple ou dans un couple. Le dragon d'eau peut être appelé pour venir adoucir les relations, apaiser, calmer. Il peut être aussi appelé par exemple pour faire de la méditation puisque ça permet de la détente, l'apaisement, la relaxation. Euh, il a aussi un rôle, il peut aussi avoir un rôle thérapeutique, par exemple lorsqu'il y a des irritations dans le corps ou des inflammations, par exemple au niveau articulaire. Euh, il peut être appelé pour pouvoir adoucir, pour atténuer, pour calmer l'inflammation ou l'irritation. Donc c'est ce qu'on me montre pour le dragon d'eau. Alors ensuite on me montre le dragon d'air, donc l'élément air. Lui je le vois blanc, presque transparent, euh, très vaporeux. Euh, lui, euh, il est très connecté à la gestion des flux, de toutes sortes de flux énergétiques, flux de l'air, donc le vent, la tempête, etc. Les flux des, des courants marins. Ça c'est dans le physique et puis dans l'énergétique, donc les flux énergétiques, euh, les flux, euh, les flux migratoires, que ce soit des flux migratoires d'animaux ou les flux migratoires humains. Euh, tout ce qui concerne les flux en fait. Alors il peut être appelé pour plein de raisons différentes. Euh, Par exemple, s'il y a un- une tempête, il peut être appelé pour calmer les flux de la tempête. Il peut être appelé aussi bon, pour modifier en fait la météo en fait, hein, pour que par exemple une zone qui manque d'eau reçoive de la pluie, parce il peut orienter les, il peut orienter les mouvements des masses nuageuses pour qu'ils aillent dans une direction particulière. Il peut aussi orienter les flux marins
pour changer les températures localement et agir sur le climat par ce biais-là. Euh, il peut aussi être appelé pour régler les flux, par exemple à l'intérieur du corps. Si prenons un cas très très concret, quelqu'un qui a un problème de transit intestinal peut faire appel au dragon air pour l'aider à rétablir un flux normal de transit intestinal, ou quelqu'un qui a des problèmes de circulation sanguine pour rétablir une bonne circulation sanguine. Des problèmes neurologiques aussi, certaines personnes qui ont euh, des problèmes neurologiques qui sont liés au flux électrique dans le cerveau, par exemple Alzheimer, eh bien ou par exemple les personnes qui sont épileptiques, ce sont des personnes qui peuvent faire appel au dragon air pour normaliser les flux au niveau cérébral. Il y a d'autres cas aussi où, par exemple, il y a des invasions d'insectes euh, dans des zones agricoles, et ça correspond à des flux qui sont inappropriés, pour lesquels on peut faire appel au dragon air pour réharmoniser les flux et éviter d'être envahi par exemple par des criquets qui mangent toutes les cultures. Il y a beaucoup d'applications du dragon air, d'utilisation potentielle, pas seulement dans le physique, mais aussi dans l'énergétique, pour réajuster les flux énergétiques qui pourraient être déséquilibrés au niveau notamment des chakras, mais aussi dans tout le corps énergétique en général, et aussi tout ce qui est interaction énergétique entre les individus, par exemple, qui parfois sont inappropriées, ou par exemple il y a du vampirisme énergétique entre un conjoint et entre deux conjoints, où il y en a un qui absorbe l'énergie de l'autre, et l'autre se fait vider énergétiquement. Bon, ben, par exemple, dans une situation comme ça, on peut faire appel à un dragon air pour réharmoniser les flux énergétiques entre les deux membres du couple. Il y a énormément d'applications euh, aussi dans les flux informationnels. Euh, Par exemple, euh, une personne qui veut développer ses facultés de canalisation ou de médiumnie, où en fait il s'agit d'un flux d'informations qui est transmis au médium ou au canal, et bien en faisant appel au dragon air, il peut y avoir une aide pour par exemple favoriser ce flux et augmenter les facultés médiumniques ou de canalisation de la personne en question. Euh, voilà, bon, il y a plein d'autres encore, d'autres applications potentielles de ce que peut faire un dragon air. Je vais arrêter là pour le dragon air. Euh, alors j'ai le dragon, il y a les quatre éléments, il y a le dragon terre maintenant. Le dragon terre, lui, alors lui, qu'est-ce qui permet de faire? Lui, il est très complémentaire au dragon air en fait, parce que le dragon air, il permet de normaliser des flux, alors que le dragon terre, en fait, il permet d'arrêter complètement des flux en fait, de figer les choses, comme comme si on congelait un flux. Donc c'est plus radical comme que un rééquilibrage de flux, c'est l'arrêt total d'un flux. Donc c'est plus spécialisé comme application, mais ça peut être utilisé dans certains cas pour bloquer complètement une activité d'un système.
Il n'y a plus de flux, il n'y a plus aucun flux qui fonctionne. C'est comme si le système était gelé ou complètement arrêté. Ça peut servir pour la conservation, par exemple, des aliments, pour qu'il y ait pratiquement plus de flux à l'intérieur de l'aliment et que du coup ça fait un peu comme si on le refroidissait l'aliment, mais avec un effet beaucoup plus important sur les flux internes. C'est l'utilisation du dragon de terre, ça va bloquer tout ce qui est fonctionnement interne. Euh, donc du coup, ça peut servir à conserver un organisme vivant, par exemple, un fruit. Pour le conserver plus longtemps, on peut faire appel au dragon terre. Euh, Ça peut être aussi utilisé en thérapie, dans le, dans le cas où, par exemple, il y a une infection qui s'est déclarée dans une zone du corps et que on n'a pas forcément d'antiseptique à disposition. Pour réduire le métabolisme localement, le temps de trouver un antiseptique, eh bien, on peut faire appel au dragon terre parce que ça va réduire le métabolisme et ça va donc ralentir la progression de l'infection. Ça peut être aussi utilisé pour ralentir une progression d'un cancer. Euh, mais c'est à faire avec parcimonie parce que ça a quand même un effet de ralentissement de l'organisme. Donc il faut l'utiliser à bon escient. Et de toute façon, le dragon terre quand on fait appel à lui, il va évaluer si c'est juste euh, qu'on qu'on lui demande de faire telle ou telle chose. S'il voit que ça peut avoir un effet négatif, il va pas le faire. Par exemple sur la santé. Euh, Ça peut avoir, on peut faire appel au dragon terre aussi dans, dans des, dans des situations démographiques humaines, par exemple, où il y aurait une guerre, euh, pour, alors pas figer complètement, mais ralentir énormément le développement de la guerre. En fait, c'est euh, c'est l'équivalent d'une infection d'un organisme, mais à une autre échelle. À l'échelle de Gaïa, c'est quand il y a une guerre qui se déclare, par exemple entre des êtres humains, c'est perçu par Gaïa comme une espèce d'infection qui se développe dans son organisme. Et ça peut être ralenti comme l'infection des cellules d'un corps physique par l'utilisation, l'appel d'un dragon terre. Maintenant, on me montre. Alors, il y a d'autres applications du dragon terre, mais je juste pas parce qu'il y a d'autres dragons à explorer, donc pour pas que ça soit trop long, je vais enchaîner sur d'autres dragons parce qu'on me parle maintenant du dragon de cristal. Alors le dragon de cristal, ben lui, il est, il a, il est connecté justement aux fonctions des cristaux, hein, c'est-à-dire que essentiellement il est bon pour la gestion de portails, euh, de, de changement d'espace-temps. Euh, et il y a eu à la surface de la Terre, pendant une période de l'humanité, il y avait beaucoup de portails qui étaient ouverts sur la Terre et qui étaient ouverts en permanence. Il y en a encore quelques-uns, mais beaucoup ont été fermés. Euh, et quand il y avait tous ces portails qui étaient ouverts, en fait, les dragons de cristal ou de cristaux
euh, ils étaient souvent les gardiens de ces portails. Et c'est parce ils ont une faculté particulière euh, qui est liée au cristal de mettre en connexion euh, des univers parallèles, des espaces-temps différents. Et ils ont cette science et cette capacité de gestion euh, des portails, des portails spatio-temporels ou interunivers. Euh, et aussi parce que ils ont cette capacité de gestion de l'information. euh, Parce que essentiellement un portail, on me dit, hein, c'est quand on fait vibrer de façon identique euh, deux espaces-temps localement ou deux univers localement. Et comme ça vibre à la même fréquence, alors c'est un ensemble de fréquences, hein, mais qui constitue le portail, mais sur une zone qui a la forme du portail, en fait, la fréquence est la même dans les deux espaces-temps ou dans les deux univers, et c'est pour ça que ça permet le passage d'un espace-temps ou d'un univers à un autre. Et en fait, ça veut dire que c'est une gestion. euh, pour créer un portail, il faut être capable de gérer localement l'état vibratoire d'une zone entière qui correspond, dans le cas d'un portail, souvent à une espèce de sphère ou de cercle qui ressemble à une ouverture. Et dans cette zone-là, en fait, il faut être capable de faire en sorte que les vibrations soient identiques entre les deux espaces-temps ou les deux univers. Et pour cela, il faut maîtriser toute l'information vibratoire localement, ce que les dragons de cristaux ou les dragons cristal sont capables de faire. Parce qu'ils ont aussi cette propriété du cristal d'avoir accès à beaucoup d'informations, d'emmagasiner beaucoup d'informations et donc de pouvoir manipuler beaucoup d'informations, notamment concrètement dans ce cas-là sur le plan vibratoire, pour ajuster les vibrations et ainsi faire en sorte que les vibrations soient les mêmes entre les deux espaces-temps ou les deux univers. Et ça permet justement de maintenir un portail en activité. Parce que dès que les vibrations commencent à changer localement entre, et deviennent séparés entre les deux univers ou les deux espaces-temps, eh bien le portail commence à se refermer. Puisque les vibrations ne sont plus exactement les mêmes, localement. Donc en fait, il y a beaucoup de portails qui sont instables à cause de ça, parce que euh, les vibrations doivent être maintenues identiques entre les deux espaces-temps, entre les deux univers, et il se peut qu'il y ait des influences locales autour qui fassent varier légèrement le niveau vibratoire localement, et donc ça peut stopper cette identité vibratoire localement et contribuer à la fermeture du portail. Donc pour pouvoir maintenir beaucoup de portails en activité, il faut pouvoir gérer le niveau vibratoire localement et en fait le monitorer en permanence. Et ce qu'on fait beaucoup, ces dragons de cristal. Donc pour les personnes qui souhaiteraient par exemple ouvrir un portail, vers un autre monde, euh, ils peuvent faire appel à un dragon de cristal, parce qu'il va être capable, bien sûr s'il est d'accord, d'ouvrir n'importe quel portail, parce qu'ils sont complètement et ils sont tous connectés les uns aux autres, ces dragons de cristal. Et s'il y en a un qui n'a pas toutes les informations vibratoires nécessaires,
il peut se connecter à un autre qui les a et avoir ce qu'il faut en termes d'information pour pouvoir mettre en place le portail qui est demandé. Euh, alors là on me montre un grand dragon blanc euh, avec des plumes blanches. Euh, Celui-là, il a surtout, on va dire, il n'a pas de propriété particulière, mais c'est surtout un dragon qui est très dans la bienveillance, hein. Il se rapproche des vibrations angéliques. Euh, et lui, c'est vraiment ce dragon blanc là que je vois. Il a vraiment, comment dire, il peut vraiment être appelé pour le réconfort. Euh, pour quelqu'un qui serait un peu perdu dans sa vie, qui saurait plus où il en est dans sa vie, un peu désespéré, quelqu'un qui serait par exemple suicidaire, eh bien, faire appel à un dragon blanc, soit directement la personne, soit par l'intermédiaire d'une personne tierce, ça peut aider parce que ces dragons-là sont vraiment comme des guides spirituels et des anges parce que ils sont vraiment très bienveillants et ils sont capables de donner des conseils à l'être humain, notamment soit verbaux, soit non verbaux. Ils peuvent même faire des soins. C'est des bons thérapeutes. Euh, et ils peuvent vraiment aider une personne qui est dans une mauvaise passe, entre guillemets, ou qui est dans une grande difficulté, une grande détresse, à aller mieux. Maintenant, on me montre un grand dragon noir, noir avec des, des plumes comme un corbeau, vraiment tout noir. C'est un dragon qui est très, comment dire, très mystique, un peu comme un sage, un druide ou il a beaucoup de sciences spirituelles. Et lui, c'est plutôt un dragon que l'on peut consulter, pas nécessairement quand on est dans la détresse, mais quand on veut une forme de guidance, mais vraiment d'ordre spirituel. Euh, c'est pas tellement sur le plan du réconfort émotionnel ou psychologique comme le dragon blanc, c'est plutôt euh, pour développer par exemple ses facultés spirituelles, pour avancer sur son chemin spirituel, des choix à faire, de la guidance spirituelle. Ces dragons-là, ils sont, euh, ils sont pas très très faciles d'accès. Ils sont un petit peu, ils se font désirer, hein, donc pour avoir une connexion avec eux, c'est pas forcément facile. En gros, on dit, il y a l'adage qui me vient quand l'élève est prêt, le maître arrive. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont se présenter à ceux qui sont prêts sur le plan spirituel pour recevoir les messages qu'ils vont leur donner. Et pour les autres, ils vont pas être accessibles. En tout cas, pas directement. Parce que ils se concentrent sur ceux qui sont prêts pour recevoir les messages. Et ça se comprend en même temps. Donc ils sont, entre guillemets, ils sont un peu sélects, hein, euh, sur le plan spirituel. Et ce sont des dragons qu'on peut consulter, oui, pour une évolution, son évolution spirituelle par exemple. Après, ils sont tous connectés les uns aux autres, ces dragons noirs. Euh, donc c'est un peu comme les dragons de cristal. Si par exemple on a une question spirituelle et que ils sont à court d'informations, il leur manque une information pour donner la réponse juste, ils peuvent se mettre en connexion immédiatement avec un autre dragon noir qui aura la réponse. Donc ils sont tous bien connectés entre eux. Même si sur le plan le plan des zones de vie en fait dans les terres, ils sont très isolés, hein. C'est des dragons qui vivent dans
d'une façon très un peu monastique, à l'écart des autres. Donc ils sont très dans la solitude et très isolés les uns des autres, mais en même temps ils sont capables de se connecter par télépathie très très facilement entre eux. Euh, Là, on me dit que bon, il y a encore d'autres dragons qui sont dans les terres, mais que là, on me parle un petit peu des dragons qui sont plus dans les terres, qui sont cette fois-ci dans le physique, mais qui sont pas à la surface de la terre, qui sont dans l'intra-terre. Et là, le premier que je vois, c'est un dragon d'une couleur rose, blanc-rose, rose clair. Euh, je le vois en présence d'un... Alors je sais pas si c'est un être humanoïde très blanc, la peau très blanche, les cheveux très blancs, euh, et il a les cheveux longs, cet être humanoïde. Enfin, c'est presque un humain parce que c'est un lyrien en fait. Il a les cheveux longs blancs, mais il a vraiment le visage lyrien, euh, le, le corps lyrien. Et, euh, et en fait, ils sont ensemble. C'est un dragonnier. En fait, il est avec ce dragon-là. Euh, je le vois à la fois marcher à ses côtés et puis des fois il est à cheval entre guillemets sur le dragon rose clair. Il est assis sur la base de son cou. Euh, et il vole avec lui. Il déploie ses grandes ailes. C'est des ailes. Il n'y a pas de plumes, c'est de la peau, un peu comme une chauve-souris. C'est de la peau rose claire, comme le reste du corps. Il y a des petites cornes, euh, un peu comme les petites cornes qu'on voit sur les. Ah, je vais pas retrouver le mot. Euh, c'est les hippocampes, ces petits animaux qui ressemblent un peu à des dragons et qui vivent souvent dans le milieu aquatique. Si on regarde la tête de l'hippocampe, ça fait comme des petites cornes, des petites pointes comme ça. Et bien, ce dragon rose, là, rose clair, il a aussi un peu une tête comme ça. Mais tout est rose clair, quoi. Il a des grands yeux presque blancs, mais avec aussi des reflets roses au niveau euh, de la pupille. Et, euh, et puis un peu gris au niveau de l'iris. Euh, il a des moustaches, une espèce de moustache, un peu comme un chat, mais c'est comme des antennes en fait, en forme un peu ondulée. Et donc, ben, en fait, le dragonnier, qui est célosien ou télosien, je vois pas trop, euh, il, euh, il l'appelle pour voler à un autre, un peu comme un petit avion personnel en fait. Il veut se déplacer d'un endroit à un autre. Et donc il monte sur le dragon et le dragon s'envole. Ah ouais, c'est un endroit où il y a des îles. Je vois une mer hein, vraiment qui ressemble à la mer comme sur la Terre, avec des îles un peu comme, on pourrait dire un peu comme les îles en Grèce ou quelque chose comme ça, et ou plutôt les Bermudes ou les Bahamas, enfin, parce que c'est quand même, je vois des palmiers, ça fait assez, ça fait image un peu de voyage de vacances, voilà. Et il veut se déplacer en fait d'une île à une autre, hein. Donc en fait, il le fait à dos de dragon. Et il y a vraiment une complicité entre les deux, hein. Ils se comprennent en fait, ils interagissent par télépathie, même si le dragon il a un langage oral qui fait comme des espèces de cliquetis, comme si il claquait sa langue contre le palais, ça fait clac 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 comme ça. Mais c'est un langage qu'il utilise avec d'autres dragons de son espèce, pas avec le dragonnier. Avec le dragonnier, c'est uniquement par télépathie. Et donc ben,
il y a pas de, comment dire, il y a vraiment une complicité, c'est-à-dire il n'y a pas de sentiment de supériorité de l'un par rapport à l'autre. Il y a vraiment une humilité, une relation d'humilité entre les deux. Euh, et c'est chacun en fait va aider l'autre. Donc le dragon lui va aider le dragonnier à se déplacer par exemple, et puis le dragonnier il va lui apporter par exemple il va l'entretenir, il va faire des choses pour sa santé, il va voilà, il va s'occuper de lui. Euh, il y a vraiment une relation d'amour, hein, vraiment. C'est comme pour le dragonnier, en fait, le dragon, c'est un membre de sa famille, en fait. C'est comme un membre de sa famille. C'est vraiment très fort comme relation. Euh, il y a même, on me dit, il y a même comme des, c'est pas des couples, hein, mais c'est presque comme une relation de couple pour certains. C'est-à-dire que c'est vraiment toute la vie, entre guillemets, est concentrée sur la relation avec l'autre dans cette relation dragon-dragonnier. On m'en montre aussi d'autres qui sont gris, gris pâle. Euh, et ceux-là, en fait, je les vois qui creusent avec leurs pattes dans le sol. Alors, je sais pas pourquoi, mais ils ont des grosses, ceux-là, ils ont des grosses griffes. Alors ça accroche bien la surface du sol, forcément. Et ils servent enfin, ils servent. On leur demande de creuser dans le sol euh, pour faire du jardinage ou quelque chose qui ressemble à de l'agriculture. Euh, ouais, parce qu'ils ont beaucoup de force et puis en même temps ils ont des grosses griffes. Ils peuvent vraiment retourner le terrain facilement. Alors c'est pas, ils- on les appelle pas que pour ça, mais là dans le cas où qu'on me montre, c'est un humain. Là c'est un humain standard, on va dire. Euh, qui est en train oui, c'est ça, il est en train de retourner son jardin, quoi. Il est en train de faire du jardinage, il fait des plantations, et il demande à ce dragon de lui retourner le terrain, en fait, hein. Euh, donc euh, c'est, c'est un cas particulier parce que apparemment, oui, ils sont appelés pour différentes tâches pour les aider, mais c'est toujours une aide mutuelle, c'est pas une exploitation par exemple dans ce cas-là de l'humain par rapport enfin une exploitation du dragon par l'humain, c'est toujours donnant-donnant, c'est plutôt ah bah toi tu étais bon pour faire ça, alors je vais te demander de le faire, puis moi je suis plutôt bon pour faire ça, donc je vais plutôt faire ça. C'est plutôt ça comme état d'esprit. Et alors je regarde ces dragons gris là, qu'est-ce qu'ils font d'autre que retourner le jardin. Euh, on leur demande aussi pour, euh, pour déplacer des charges, des choses qui sont lourdes, par exemple des matériaux, euh, des pierres, des choses lourdes, parce qu'ils sont très, très solides, très musclés. Ils ont des ailes encore plus grandes que ceux les dragons roses. Ils sont capables de soulever et de s'envoler avec une charge sur le dos qui est quand même assez importante. Donc ils peuvent déplacer des objets lourds à grande distance assez facilement. Et là, ce que je vois, c'est il y en a un, il a une grosse cargaison. Il y a beaucoup de, c'est, on dirait que c'est presque un déménagement en fait. Euh, ouais, j'ai l'impression que c'est un déménagement. C'est un être humain qui change d'endroit. Il va déménager là. Il a, il a, il y a un gros chargement il y a plein euh, c'est pas des cartons, mais c'est des paquets, des gros paquets avec de la corde autour.
Et tout ça, c'est sur le dos du dragon. C'est accroché sur le dos du dragon avec des cordes. Et puis le dragon, il est quand même grand, hein, il- en fait, il fait penser, enfin, il fait penser à, à le dinosaure. Alors, les noms des dinosaures, je sais pas, mais c'est les plus grands dinosaures là, ceux qui sont très 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 grands, très lourds. Mais c'est un peu comme ces dinosaures-là, mais avec des ailes en plus, quoi. Et tout gris. Et au niveau de l'apparence du dragon, c'est ça. Et donc, bah, les ailes, une fois qu'elles sont déployées, ça a une envergure d'une trentaine de mètres, quoi. Bien tassé. Donc ça peut ressembler, enfin, ça, il y a des avions qui ont cette taille-là, quoi. Donc il, il a ça de charger sur le dos, juste après la base du cou, sur le dos, et il s'envole avec 2 ou 3 tonnes de chargement, hein, sur le dos. Et comme ça, il transporte, il permet à cet être humain de déplacer ses objets vers un autre endroit où il veut déménager en fait. Euh, donc là, c'est le cas d'un déménagement, mais on fait appel à eux aussi pour déplacer des choses lourdes à grande distance en général. Donc ça peut être aussi par exemple des matériaux de construction. Si par exemple on veut déplacer des pierres qui ont été taillées à un endroit et pour les placer à un autre endroit pour une construction d'un temple par exemple, on va faire appel à eux aussi pour ça parce qu'ils sont capables de déplacer des blocs de pierre assez impressionnants. Euh, alors maintenant je vois un autre dragon, celui-là il est bleu, bleu-gris, un peu presque argenté. Euh, Celui-là il se déplace surtout dans l'eau, parce qu'il y a l'équivalent d'un océan dans l'intraterre, hein, un grand océan. Et il peut aller en surface, mais le plus souvent il est dans l'eau. Euh, Celui-là, il a moins d'interaction avec les humains qui sont dans l'intraterre ou avec les humanoïdes qui y vivent, justement parce que il est essentiellement son lieu de vie, c'est surtout dans l'eau. Il ne vient pas tellement en surface, il peut venir, hein, mais il y a quelques, je vois quelques dragonniers qui, sont connectés à ces dragons-là, mais, c'est pas très courant en fait. On va dire c'est, pour donner une analogie, c'est à peu près aussi courant que des gens qui sont en connexion avec des dauphins sur la planète Terre, en surface. Il y en a, mais c'est pas si courant que ça non plus. Et ces dragons de bleus, bah, ils ont une relation assez spirituelle avec les êtres de surface, y compris hommes et humanoïdes. Euh, Quand il y a une interaction, elle est d'ordre télépathique. Euh, il y a, ils peuvent avoir un rôle d'information sur ce qui se passe dans le milieu aquatique pour informer les populations qui sont en surface de ce qui s'y passe. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. C'est assez riche en fait, hein, la vie aquatique dans l'intraterre. Il y a, il y a des êtres humanoïdes qui vivent en aquatique. Il y a aussi des êtres qui ne sont pas du tout humanoïdes mais qui sont d'origine extraterrestre, qui vivent aussi dans l'eau pratiquement exclusivement de cet océan intraterre.
Il s'y passe beaucoup de choses en fait. C'est très riche comme écosystème. Et les dragons bleus, là, ils ont souvent appelé, enfin souvent, ils sont de temps en temps appelés par les êtres de surface pour les tenir un peu informés de ce qui se passe. C'est un peu comme des reporters, hein, entre guillemets, ou des journalistes qui viennent leur donner un peu une mise à jour de la situation, de ce qui se passe dans dans l'océan. On me dit qu'il y a encore d'autres catégories de dragons qui vivent dans l'intraterre, mais que voilà, peut-être il faudra faire une autre projection de conscience, parce que sinon ça va faire un peu long. On va arrêter là.